Bonjour à tous et bienvenue dans Footastic. Salut Titi. Salut Loïc. Alors Footastic, c'est un podcast mensuel sur le football et l'extra-football. Encore une émission de foot, mais c'est quoi l'originalité? Et bah l'originalité c'est nous Titi, c'est toi, c'est moi. Le fil conducteur c'est le football, bien évidemment. Ensemble nous allons parler foot à travers différentes rubriques plus ou moins sérieuses. On est ensemble pour environ 1 heure d'émission. Footastic, ça commence maintenant. Ok, par quoi on commence Loïc? On passe tout de suite à la lucarne. Qu'est-ce que c'est la lucarne Loïc? Bah la lucarne, écoute, c'est une revue d'actualité des infos du mois. On va parler des sujets qui nous ont touchés, voilà, un melting pot d'actu. Super. Je te propose de commencer, vas-y Titi. Très bien, je voudrais parler d'abord de Javier Saviola, cet attaquant argentin, 34 ans, qui met un terme à sa carrière. Il était annoncé comme un crack au début de sa carrière, justement. Il a été bon, voire très bon, mais pas finalement exceptionnel. En sélection nationale, c'est 11 buts pour 41 matchs. Okay. Et en club, ses plus grands faits d'armes, plus grands faits de gloire sont du côté du FC Barcelone. 72 buts en 201 matchs. D'accord, ouais, c'est pas un ratio non plus de fou furieux, quoi, mais... Ouais, c'est un bon attaquant, mais sans plus. Il est passé par Monaco, le FC Séville, Real Madrid, Benfica, quand même pas mal de bons clubs à son actif. Il a commencé et terminé sa carrière à River Plate. Au début de sa carrière à River Plate, c'était 45 buts en 80 matchs. Ça annonçait justement un bel avenir, c'est pour ça qu'il a été recruté en Europe. Quels sont tes souvenirs de lui, Loïc? Moi, je me souviens paradoxalement de sa période Real, plus que de sa période Barça. Je savais pas, tu m'as appris un truc, je savais pas qu'il avait terminé sa carrière à River Plate. Il est resté combien de temps là, du coup, à la fin? Je ne sais pas. Une de saisons, Bonne question. Non, c'est. Il y a beaucoup de joueurs qui font ça maintenant. Pige, quoi. Exactement, ouais. Les championnats sud-américains, en Brésil, Argentine, ils ont un peu plus de moyens. Souvent, les joueurs n'hésitent pas à revenir dans leur pays. Comme Carlos Tevez, par exemple, qui est retourné à Boca Juniors. Enfin, il y en a plein qui font ça. Ouais. Mais écoute, moi, je me souviens d'un joueur assez technique, assez vif. 34 ans, c'est un bel âge pour mettre un terme à sa carrière. Surtout pour un attaquant. Mais oui, voilà, comme tu disais, moi c'est pas l'exceptionnel. C'est pas un joueur qui m'a non plus. Non, il aurait pu faire mieux. Ouais. Enfin, il avait le potentiel en tout cas, c'est ce qu'on annonçait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Deuxième nouvelle, Pascal Fainduno. Oui. Pourquoi je parle de Pascal Fainduno? Eh ben, il signe en Lituanie au SK Atlantas. À quel âge? Il a 35 ans. Oh putain, j'allais dire 36, tu vois. Ouais. Pour 1 an, il signe avec une année en option, mais quand j'ai vu ça m'a fait rire. Ça m'a fait sourire. Ouais, parce que tu te dis. C'est un bon joueur, on le connaît plutôt bien en France, il va jouer en Lituanie. Ouais, et puis la question du budget sportif, bon, en Lituanie, je sais pas si elle est très importante. La question du financier, je connais personne qui va en Lituanie pour l'argent. Aujourd'hui dans le football. Ah, effectivement. Alors est-ce qu'il a des amis là-bas ou est-ce qu'il y a un investisseur qui est arrivé? Enfin, c'est assez bizarre. Peut-être qu'il a surtout envie de jouer encore et qu'il n'a pas trouvé d'autres offres. Et que du coup, c'est vrai. Ok. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Autre chose, Michael Owen, je sais que tu dois certainement aimer. Ouais, j'adore Michael Owen. Il devient ambassadeur international pour Liverpool. Ok. Avant ça, il était consultant TV jusque-là. C'était un retour Bercail pour lui, dans son club de cœur. On va voir ce que ça va donner. Souvent, les ambassadeurs, c'est un peu flou. Oui. En général, c'est pas casquette-là. On va voir ce que ça va donner. Ça ressemble à de l'emploi fictif pour la ville de Paris. Enfin, c'est quelque chose que très impressionnant. J'aimerais bien voir la fiche du poste du gars, tu sais. Alors, Michael Owen, vous faites quoi? Là, je suis là, et puis après, je serai là. Très bien, Michael. Voilà, mais avec le logo Liverpool, toujours. Faisons comme ça. Se montrer un peu. C'est clair. Antonio Conte. Oui, Antonio Conte. Le sélectionneur italien qui a signé à Chelsea. Ouais. Actuellement sélectionneur de la Nazionale jusqu'à la fin de l'Euro, quel que soit le résultat, et qui, par la suite, on ira direction Londres. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Pourquoi pas. Pourquoi pas. On verra ce qu'il peut apporter, quoi. Je suis sur ma réserve, du coup. Ouais, je sais pas trop. Ouais, on verra. D'accord. Du coup, c'est à mon tour de te donner quelques petites infos du mois qui m'ont un peu marqué. Moi, c'est Raymond Domenech. Raymond Domenech qui va prendre en main l'équipe de Bretagne. Alors, voilà, pour tous les gens qui nous écoutaient, voilà, je suis breton. Je suis breton et j'ai cette chance. Et
du coup, voilà, Raymond Domenech va prendre en main l'équipe de Bretagne. Bon, c'est une équipe qui n'est pas reconnue par la FIFA, hein, qui fait des tournois. Alors, je crois qu'à l'époque, ils ont fait des tournois contre la Corse, l'équipe de Catalogne. Ouais, ils sont dans le même cas. J'ai lu que c'était 3 matchs prévus à la fin de la saison pour cette sélection Bretagne. 3 matchs dans l'année, là, dans l'année 2016. Ouais, complètement. Ah ouais, d'accord. Bah, tu vois, tu m'apprends un truc, parce que le dernier match remonte à 2014, il me semble. Et ouais, c'est une équipe qui a du mal à se retrouver. Alors souvent, les clubs, ils ont du mal à être lâchés par leur club pour aller en sélection de Bretagne, qui n'est pas une sélection officielle. Cela dit, il y a quelques petits trucs assez marrants. Par exemple, il y a une interview dans la presse, Raymond Domenech, où on l'interroge justement sur son futur rôle au sein de l'équipe de Bretagne. Ouais. Et du coup, il parle évidemment de Johan Gourcuff, qui pourrait prendre un rôle dans l'équipe, parce qu'on sait tous qu'il est très attaché à ses origines, à juste titre, Etienne Didot aussi, par exemple. Ok. Et à un moment, le journaliste lui demande s'il va sélectionner Gonzalo Higuaín, qui est né à Brest. Du coup, après, je doute que. Bon, du coup, là, mais il peut essayer. Pendant l'interview, on n'a pas l'image évidemment, mais on imagine très bien que Raymond Domenech à ce moment-là rigole un peu, il sourit quoi, et puis il dit oui, c'est envisageable, mais enfin voilà. Pour une personne comme ça, c'est déjà Raymond Domenech qui avait essayé de sélectionner Gonzalo Higuaín en équipe de France. Tout à fait. Il était tout jeune, c'était un crack, et il ne savait pas encore s'il allait jouer pour l'Argentine ou pour la France. C'est vrai. Domenech avait fait le premier pas. Mais du coup, voilà, moi c'est un truc qui m'a particulièrement touché du fait de mes origines, mais ouais. Ouais, c'est cool. On verra bien ce que ça va donner, puis ça fait toujours plaisir de voir les Diables Noirs jouer à nouveau. Les Diables Noirs. Et faire flotter le Bonadu. Ça fait peur. Ouais, bah attends, les Bretons, on fait pas. Moi j'ai une autre news, c'est moi qui me lance. Vas-y. Tu veux y aller ? Ok. Bien sûr. Moi je voulais parler de Wenger à Arsenal. Ouais. Qui subit une petite zone de turbulence. Oui. Alors, c'est pas nouveau. Ouais, voilà. Ça fait plusieurs années. Ça fait quelques années déjà où il est un peu remis en question à chaque saison. Là, on se dit que l'impatience des supporters d'Arsenal va peut-être atteindre son paroxysme. Ouais. Je crois qu'il est en contrat jusqu'en 2017 avec les Gunners. Ouais, encore une année après. Mais est-ce qu'il n'est pas susceptible de bouger au mercato ? Bon, moi je pense qu'il ira au bout de son contrat, très personnellement. Je le vois mal être débarqué maintenant. Non, c'est vrai que les locataires ont l'air plutôt sensés. Ils ne vont pas dépenser des millions d'euros. Je pense pas, pour le virer. Ouais, ce serait une erreur. Un an de. Ce serait une erreur, par contre, ce ne sera pas renouvelé, je pense aussi. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, hein. Je sais qu'on a eu cette discussion par rapport à la succession d'Alex Ferguson. Passer derrière Ferguson, c'est super dur. Passer derrière Wenger, je pense que ça va être très compliqué aussi. J'aimerais pas être la personne qui va être choisie, quoi. Cela dit, c'est complètement différent de Manchester, puisque Manchester, quand Ferguson est parti, il partait sur des titres. Alors que Wenger part quand même sur des. Bon, il y a eu 2 Coupes d'Angleterre ces 2 dernières années, mais cette année, il n'y aura rien. Et l'année prochaine, bon, c'est pas encore. Et puis surtout ces échecs récurrents en Ligue des Champions qui garnissent un peu le bilan de Wenger, quoi. Mais bon, c'est quand même un meuble, quoi. C'est dur de passer après quelqu'un comme ça qui a une aura aussi importante. Hein. Surtout pour le club en termes d'organisation, de structure, où il a fait de stage. L'économie qui a été complètement relancée, qui est maintenant vraiment très saine. Enfin, ça sera un sujet intéressant à suivre. Bon, je pense que tu es du même avis que moi. Pour toi, ça va pas bouger cet été. C'est la situation. Oui, il va rester. Oui, ça sert à rien. À 1 an du terme, ils vont pas le virer. Voilà, non. Ok. Bah, du coup, je crois que tu avais 2-3 autres sujets. Oui, tu parlais d'Arsenal en Ligue des Champions. Oui. C'est une bonne transition, justement, puisque on connaît. Mais c'est un métier. Hein. Complètement. On est professionnel, mais on ne l'est pas. On en connaît depuis pas longtemps les confrontations pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Oui. Manchester City, Real Madrid d'un côté. Et de l'autre, Atlético Madrid, Bayern Munich. Ouais. De l'affiche aussi. Ça a l'air plutôt ouvert en fait, selon moi. Il y a un favori Atlético Bayern, déjà je pense que ça va être un super match. Mais difficile de savoir qui va passer, quoi. Atlético, ils sont forts. Pour moi, c'est l'année ou jamais, quoi. J'aime beaucoup le Bayern, hein, mais. Ouais, mais je pense que l'Atlético, vraiment, cette année, peut aller au bout. Ouais, comme moi. Ils sont chiants à jouer, ils sont chiants. Puis les mecs, ils ont une grinta de. Pas possible. Griezmann est à la forme de sa vie. Complètement, Et Torres qui revient un peu, donc au final, offensivement, ils ont quelques gâchettes. Et puis surtout défensivement, le bloc, ça bouge pas. Ça bouge pas.
Ah ouais, mais ouais, pour l'autre demi, moi, par contre, du coup, j'avoue que je suis assez sceptique. Bon, je vois le Real passer. Ouais. De toute façon, Manchester City, je pense qu'ils sont sur la filante poissarde qui va durer encore une bonne décennie en Ligue des Tu Champions. penses? Ah, ils ont pas, Je sais pas, mais tu sais, ils ont pas vaincu ça en c'est une éliminant espèce de Paris. série noire comme ça. Ouais. Où, moi, je sais pas, je les vois pas, en tout cas, je les vois pas aller jusqu'au bout, ça c'est certain. Mais passer les demi contre le Real, ça me paraît quand même très compliqué, quoi. On pourrait avoir une finale 100% madrienne comme il y a 2 ans. Oui, oui, c'est vrai. Ça serait incroyable. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, on pourrait s'acheminer là-dessus. Après, le Bayern, c'est costaud, hein. C'est costaud, en plus, on C'est un costaud, club, on mais aime tous les deux. pour avoir vu leur match contre Benfica en quart finale et contre la Juve en huitième, c'est prenable. Oui, 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 C'est oui, prenable. ils sont un peu en Ouais. deçà de ce qu'ils pouvaient être avant. Ouais, c'est pas insurmontable. Pour une équipe comme l'Atlético qui impressionne, honnêtement, ils ont leur carte à jouer, je trouve. Ouais, t'as raison. En parlant de finale, il y en a une prochaine en Coupe de France. Oui. PSG-OM. Oui, 21 mai. oui, PSG-OM, ouais. PSG ultra favori ou pas? PSG ultra favori, clairement. Après, l'OM, ça va pas être facile pour le PSG, parce que je pense que l'OM va tout jouer sur ce match. Ah, ils jouent leur saison. Ils jouent leur saison, c'est super triste de dire ça quand même, mine de rien, parce que je pense que les supporters attendent quand même beaucoup plus que C'est la réalité, là. les victoires sur Paris. Mais voilà, ça fera un titre. L'Europe. Ouais, ça Qualif en Ligue Europa. c'est vrai. C'est vrai. Cela dit, pour voir s'ils ont fait cette année en Ligue Europa. Mais oui, voilà, ça va être compliqué pour Marseille. Ça va être vraiment très compliqué pour Marseille, mais très compliqué pour Paris aussi. Ouais. Enfin, ça s'est ouvert, finalement, je pense. Pour Marseille, 2 de leurs meilleurs matchs de l'année, quasiment, ont été justement contre le PSG en championnat. Hein. Ouais, parce qu'il y a une émulation. Bon, ils perdent les deux au final. Il y a une émulation qui se dégage sur ces matchs-là qui fait que, voilà. Ils avaient un engagement 10 fois supérieur contre Paris que contre les autres équipes. C'était fou à voir. Ouais, c'est vraiment des rencontres particulières, celle-là. Quel que soit, de toute façon, le parcours des deux saisons chaque année, enfin des deux équipes chaque saison, que ce soit Paris qui soit en méforme il y a quelques années, parce que maintenant ça commence à remonter, ou Marseille, bah à chaque fois, c'est difficile de pronostiquer la victoire de l'un ou de l'autre, tant ce match est particulier. Donc t'avais encore quelques autres news à me dire, Titi? Ouais, j'en ai 2 autres. Tout d'abord, Glasgow Rangers, qui sont champions de Division 2 en Écosse. Oui. Donc retour prévu parmi l'élite la saison prochaine. Qui vont peut-être pouvoir concurrencer le Celtic Glasgow. Okay. On a eu une confrontation il n'y a pas longtemps entre ces deux équipes en demi-finale de la Coupe d'Écosse. Oui. Et les Glasgow Rangers ont battu le Celtic Glasgow. Ouais. Teasing pour l'année prochaine. Rappel rapide, ils ont été relégués en Division 4 en 2012, c'était pour des raisons financières. Un peu comme ce qu'a vécu Strasbourg, non? Exactement. Il y a quelques années. Hein, ouais. Exactement. Donc j'espère qu'il y aura une rivalité un peu plus importante dans ce championnat écossais. Puisque là, le Celtic Glasgow est bien seul. Ok. Ça fait penser au PSG un peu. C'est clair. La domination du PSG là sur et en parlant de championnats nationaux, on a le Bayern, la Juve, Leicester qui foncent droit vers un titre de champion pour leur championnat respectif. Oui. En revanche, ça se complique un peu pour le FC Barcelone. Une fin de saison catastrophique. Oui, oui. On a une élimination, entre guillemets, surprise en Ligue des Champions. Tant il paraissait vraiment au-dessus du lot à cette période-là de l'année. Finalement, bon, l'Atlético mérite amplement sa qualification, mais le Barça était vraiment parmi les 8 restants, on les voyait vraiment comme les favoris. C'était une petite surprise. Et ils avaient en championnat d'Espagne une avance d'une dizaine de points qu'ils ont perdu en l'espace de 4 matchs sur leurs principaux rivaux qui sont encore une fois l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Alors, il y a un peu d'espoir dans tout ça. Ouais. Le premier, c'est une victoire probante contre la Corogne 8-0. Boum, patatrac, on est de retour. C'était violent. Dans l'équipe business. Qui c'est qui a bien quadruplé? Luis Suarez. Plus 3 passes décisives. Ah oui. C'est quoi ça sur les notations dans les journaux? Ça a valu un 10 sur 10. C'est un 12 sur 10. Il n'y a pas mieux, mais 10 sur 10. Bah ouais. Ah ouais. 4 matchs parfaits. Oh là, 4 buts, 3 passes décisives, c'est énorme. Waouh. Deuxièmement, un calendrier un peu plus favorable par rapport aux deux concurrents. Ouais. Et troisièmement, il leur reste quand même une finale de Coupe d'Espagne à jouer contre le FC Séville. D'accord. Oh, pas facile, hein. Non, pas facile. Séville est en forme en ce moment. Ouais. En championnat, non, ils sont pas vraiment en forme. Ouais, mais bon. Mais en Coupe d'Europe et. Exactement, ouais. Enfin, c'est une équipe de coupe en fait. C'est vrai. C'est souvent qu'ils vont jouer en coupe. Ouais. Donc finalement, il y a encore 2 trophées envisageables, en plus de celui du mondial des clubs déjà acquis au courant de l'année. Ok. On passe à la rubrique Footastique, Foot pas très tastique. Alors, Footastique, Foot pas très tastique, c'est ce qu'on a aimé, les Footastiques.
Ouais. Et ce qu'on n'a pas aimé, les foot pas très tastiques. Ok. On peut avoir plusieurs foot tastiques ou un seul, plusieurs foot pas très tastiques ou un seul. C'est variable, c'est comme on veut. Et je commence. Ça roule. Alors moi ici j'ai 2 foot tastiques. Je t'écoute ce mois-ci. Alors tout d'abord je voulais parler du Ménilmontant Football Club. Waouh, ça fait rêver. C'est quand même extraordinaire. J'ai découvert ce club-là lors d'un article de presse durant le mois. En fait, c'est un club qui joue en 14e division française. Wow. Il me semble que c'est le plus bas échelon, enfin, je crois, vous nous direz si c'est une erreur ou pas. Mais voilà, qui prône des valeurs extra-sportives qui sont l'antifascisme, l'antiracisme, l'anti-homophobie. Et c'est un club autogéré, c'est super rigolo. Du coup, toutes les semaines, après chaque entraînement, les joueurs votent pour savoir quelle sera la composition de l'équipe qui va jouer le week-end suivant. La démocratie, Il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas d'entraîneur. C'est totalement free en fait. Et ce qui me fait rire aussi pour ce club, c'est que ils se servent des matchs pour passer des messages politiques, alors qu'ils sont totalement extra-sportifs. Mais par exemple, ils ont affiché une banderole de soutien pour Londres antifasciste. D'accord. Ils ont témoigné leur mécontentement vis-à-vis de la loi travail d'El Khomri. Ils sont à fond sur l'actualité politique. Voilà, ils sont très polis. Enfin, c'est un club qui est très politisé. Enfin, voilà, il mène plein d'actions comme ça. Moi, je trouve ça très rigolo, au-delà du message politique, hein, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Ça, limite, c'est pas le propos de notre émission à nous deux. Mais je trouve ça génial que le football puisse servir comme ça d'étendard de parole au-delà du foot. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me fascine un peu. Bon, ils s'en foutent du résultat. Mais pas tant que ça, parce qu'ils soutiennent quand même leur équipe. Je pense qu'ils ont l'ambition de progresser quand même dans cet esprit un peu libertaire et engagé. Ouais. Mais ouais, moi j'aime ce côté un peu. Enfin, souvent on se dit entre nous deux quand on en parle, c'est que le football est grand et tout, et que voilà, ça provoque plein de choses dans le monde. Ouais. Et voir des initiatives de ce type-là, je trouve ça fou, moi, et ouais, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et mon deuxième footastique, du coup, il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Omar Momani. Ouais. Alors vous pourrez le trouver sur Twitter. Il a un Twitter @omomani. Et en fait c'est un garçon qui fait des illustrations sur le football. Il a un Instagram aussi, hein. Instagram Omar Momani tout attaché. Okay. Et c'est super rigolo. Je pense que sur le blog de l'émission d'ailleurs, on profite peut-être pour donner l'adresse du blog. Vas-y. Radiofootastic.blogspot.fr. Radio Footastic attaché. Footastic F2OTASTIC. On en profitera, j'imagine, pour mettre quelques illustrations et quelques liens vers son Twitter et son Instagram. Faisons ça. C'est un garçon qui est vraiment très drôle. Voilà, je vous invite à le découvrir si vous avez l'occasion. Et alors, du coup, on va passer à tes footastiques à toi. Moi, j'en ai un footastique, c'est le doublé de Francesco Totti contre Torino. Oui, Totti est éternel. Génial. C'est exactement ça. C'était d'ailleurs les gros titres un peu partout. Totti est éternel. Ah, c'est génial, je savais pas, tu vois. C'est magnifique. À ce moment-là, je rappelle le contexte, hein. La Roma était menée 2-1 après un but du Torino à la 80e minute. Ouais. Il entre en jeu et inscrit 2 buts. Oui, quelques secondes après le premier en plus. Genre 27 secondes, un truc comme ça. Le deuxième but sur penalty, mais bon, quand même, il fallait le mettre. Ah, trop fort. Ça donne la victoire à la AS Rome. Et ce que j'ai aimé, c'est que son premier réflexe, après avoir marqué ses buts, c'est à chaque fois de courir vers les ultras. Ouais, ça m'étonne pas. Il y a vraiment un amour entre ce joueur et les supporters, ce qui est immense, tant qu'il a fait et donné pour ce club. Et je trouve que c'est une belle histoire compte tenu de la situation actuelle. Oui. Pour lui, la AS Rome. Qui est sur le banc souvent. Exactement, ouais. Depuis le remplacement de Rudi Garcia par Luciano Spalletti au poste d'entraîneur, la vie n'est pas très rose pour notre ami Francesco. Il est toujours remplaçant et entre en jeu en fin de match uniquement, voire pas du tout. Spalletti n'en a strictement rien à faire que Totti soit une idole. D'ailleurs, ça a clashé entre les deux. Donc bravo à ce joueur qui est immense. C'est une légende. Complètement. Ce serait magnifique qu'il finisse sa carrière à l'AS Rome, là où il a commencé il y a 24 ans déjà. Ouais. C'est énorme. Est-ce que tu sais s'il a sa statue au même titre que Henry a pu l'avoir à Arsenal? Je ne crois pas. Il n'y a pas ça à Rome pour lui? Non. Bon, après sa carrière, ce serait bien. Oui, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait déjà des trucs. Je sais pas, genre des grandes fresques murales dans les endroits de Rome. Ouais, bah il mérite. Hein. À mon avis, ouais. Un joueur de malade. J'avais 2 foot pas très tastiques. Oui. Tout d'abord, la gestion des entraîneurs au Milan AC. Après le licenciement de Sinisa Mihajlovic. Pour rappel, depuis quelques années, le départ de Massimo Allegri en 2014, le Milan AC a voulu redonner du sang neuf avec un tout jeune entraîneur et une ancienne gloire du club qui était Clarence Seedorf. Ça n'a pas marché. Ouais.
Un profil similaire lui a succédé, c'était Filippo Inzaghi, ça n'a pas marché non plus. Et ensuite est venu Sinisa Mihajlovic, qui lui, contrairement aux deux autres, avait déjà quelques expériences depuis presque 10 ans. Ouais. Expériences positives, notamment à la Fiorentina ou à la Sampdoria. Ok. Au moment de son licenciement, à ce fameux Sinisa, c'était la 32e journée du championnat d'Italie. Le Milan AC était 6e à 7 points de la 5e place, donc autant dire que pour la Coupe d'Europe la saison suivante, c'était quasiment mort déjà, même si c'était mieux que les 2 années d'avant. Ouais. Vous avez fini 8e et 9e, enfin pour le Milan AC, c'est pas acceptable. Oui, c'est clair. Mais quand même, une impatience vraiment incroyable de la part des dirigeants. Ça fait 3 entraîneurs en moins de 2 ans. Je trouve ça assez fou. Alors on peut blâmer soit le choix des entraîneurs, soit le fait de ne leur laisser assez de temps pour faire quelque chose vraiment avec l'équipe, ou alors on pourrait blâmer aussi le niveau réel des joueurs de l'effectif. Oui, parce que ils sont arrivés à un vide générationnel il y a quelques Complètement. années, et Après, ils les n'ont pas départs réussi. des poids lourds, des Nesta, Ouais. des Pirlo, Ambrosini, Ils n'ont pas réussi à le colmer. Hein. du coup ça me fait penser à un club français, tu sais, dans le Oui. sud de la France. Ouais. Mais tu sais, Au final, on se pose la même c'est question. un truc que j'ai regardé cette semaine sur la balle des entraîneurs dont tu parlais, Ouais. à Marseille, parce que du coup j'imagine que tu parlais de Marseille. Oui. Ils ont connu 9 entraîneurs en 10 ans quand même, mine de rien. Ouais. Malgré les passages de Deschamps et d'Iretz, Oui, ils sont restés plusieurs saisons. Ouais. Guéretz, lui, c'était 2 ans, je crois, et Deschamps, 2 ans et demi, un truc comme ça. Un peu plus, ouais. Sinon, les autres, oui, ça a été moins d'un an. Mais du coup, en 10 ans, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Pour trouver une stabilité, c'est pas. Ouais, c'est pas génial, c'est sûr. J'avais un deuxième foot pas très tastique. Oui. Pas très tastique du tout. D'accord. C'était l'élimination du PSG face à City, vraiment une grosse déception. Oui. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est le jour et la nuit qu'il y a eu entre leur prestation face à Chelsea et leur prestation face à Manchester City. Contre City, mauvaise passe, contrôle manqué, manque d'engagement, enfin, on ne connaissait pas du tout l'équipe. Et on avait fait une sorte de finale en fait contre Chelsea, tu sais, on a fait une montagne de ce match. C'était la 3e fois en 3 ans de suite qu'ils se rencontraient. C'était une sorte de finale du coup, enfin de belle, puisque Chelsea a eu le premier et le PSG le second. On s'est enflammé, mais comme pas possible. Et du coup, on a l'impression que c'était une finalité des limites Chelsea. Oui. Et comme si ce cap était vraiment le cap à atteindre, qu'après ça se déroule tout seul. C'est ça. Alors que non, les gars, au final, on est en quart de finale, comme les 3 années d'avant. On n'a rien fait de plus. Et même avant, quand Chelsea a fait la qualification, c'est bon, il faut prolonger Zlatan, il faut prolonger Laurent Blanc. Enfin, tout le monde était beau, tout le monde était content. Et après l'élimination contre City, tout est remis en question. Est-ce qu'il faut prolonger Zlatan, est-ce qu'il faut prolonger Blanc? Tout le monde, du coup, est sur la sellette. Ouais, carrément, C'est un peu tout ça qui m'a énervé. Je trouvais que c'était pas très fantastique. Non, mais c'est clair, c'est vrai qu'on mettait de grands espoirs sur Paris, on s'est dit que c'était l'année aussi, vous pouvez faire quelque chose. Hein. Ouais, personnellement, je les voyais aller en finale. Moi aussi, je les voyais aller loin. On n'est pas forcément, en plus, parce que du coup, peut-être que vous pouvez penser qu'on est supporter de Paris. Ah oui, non, pas particulièrement, enfin, on aime le foot au sens large, donc voilà. Française est en Ligue des Champions, mais voilà, on essaie d'assurer, exactement, quelle que soit l'équipe. Et c'est vrai que là, Paris, du coup, on avait pas mal d'espoir sur eux. On verra peut-être l'an prochain du coup, hein. Mais pareil, hein, moi ce qui m'inquiète pour Paris du coup, c'est que finalement ça fait quand même 3 ans qu'on repousse l'échéance d'aller plus loin en Ligue des Champions. On va arriver aussi à un problème générationnel qui va se mettre en place. Oui, on commence à en parler. Et voilà, ce serait dommage de perdre l'équilibre qu'a Paris en ce moment, parce que mine de rien, ils ont quand même un équilibre de fou, et ils ont des statistiques affolantes en termes de victoires s'ils font peur à tout le monde. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne en Europe. Enfin, ça fait sourire plus personne d'affronter Paris, quoi. Top 8 à 4-38, forcément ça force déjà le respect. Hein. Donc, j'espère que ça va arriver prochainement pour eux. Pour le football français aussi. Voilà, on verra. Pour ma part, j'avais un foot pas très fantastique aussi, si tu as fini, Titi, pour toi. Ouais, je t'écoute. Moi, c'est 14 supporters lensois qui vont comparaître le 1er juin devant le tribunal correctionnel. Parce qu'ils sont soupçonnés d'être impliqués dans de graves incidents qui sont arrivés lors du match contre le Havre, le 30 janvier 2016. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos supporters lensois, les meilleurs de France? Mais c'est exactement pour ça que c'est pas mon foot pas fantastique. En gros, c'est 4 supporters qui appartiennent au groupe ultra Red Tiger sont été accusés de violence dans le stade.
de jets de gaz lacrymogène, de sièges arrachés, ils ont blessé des gens, et oui. voilà, bon après ils sont mécontents de la situation de Lens, hein, qui est... Pourtant ils luttent pour la montée, non? Bah oui, ils sont pas loin de la 3ème place. Ouais. Mais bon, le score du coup c'était 2-0 pour le hack face à Lens. Ouais, moi ça m'attriste pour les supporters lensois et le public lensois qui je trouve qu'il est génial, quoi. Enfin, c'est vraiment un beau terroir de football. Ah, c'est sûr que oui, Lens c'est mieux en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Bah oui, et puis et puis la ferveur qu'il y a là-bas, c'est bien pour le Nord. Je sais pas, t'as déjà été voir un match toi là-haut à Lens ou à Lille? Non, jamais. Non. Mais j'aimerais beaucoup, hein. C'est vrai que depuis que Lille a son nouveau stade, par exemple, ça doit être sympa. Et Lens, oui, même si c'est un stade qui n'est pas tout neuf, pour l'ambiance. Je sais pas s'il est réfectionné lui dans le cadre de l'Euro. Et oui, tout à fait, Lens accueillera l'Euro 2016. Ok. Bon bah voilà, du coup j'étais un peu triste. Bon, pour vous donner un chiffre, hein, il y a quand même 90 sièges qui ont été arrachés durant le match. Enfin, c'est pas rien. Voilà, il y a une partie qui a été jetée sur la pelouse, enfin bref. Il y a un stadier en soi qui a été blessé. Voilà, j'en passe des meilleures, des choses qu'on n'aime pas trop voir. C'est dommage quand la violence prend le pas sur le jeu. C'est tout pour les foot pas très fantastiques. On passe tout de suite au temps pense quoi. Alors qu'est-ce que c'est le temps pense quoi? Ce sera une question sérieuse relative à une actualité qui fait débat, pour laquelle les avis divergent, c'est le principe d'un débat, et j'aimerais qu'on ait un avis tranché, définitif sur la question. Ok. Donc pour ça, on appellera l'un d'entre vous pour vous poser la question, mais aujourd'hui, pour le premier épisode, c'est à toi, Loïc, que je vais poser la question. Ok. Alors du coup, avant que tu me poses la question, si vous voulez participer au temps post quoi pour les émissions suivantes, vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Alors le Twitter de l'émission, c'est Footastic, @radio_Footastic. Sur Facebook, c'est Footastic. C'est assez simple de nous trouver. Alors soit vous envoyez un message sur Facebook en précisant que vous voulez participer au temps pense quoi et on vous appellera. Parfait. Enfin, en tout cas, on rentrera en contact avec vous et après on verra comment est-ce qu'on peut s'arranger pour la participation à l'émission. Soit sur Twitter, vous envoyez juste votre demande de participation au hashtag T'en penses quoi Radio Footastic. Parfait tout ça. Alors ma question Loïc, c'était en lien direct avec mon foot pas fantastique, mon dernier foot pas fantastique d'ailleurs. Ouais. Zlatan Ibrahimovic, faut-il qu'il reste au PSG ou non? Je me pose cette question. Et on entend plein de choses. Qu'en penses-tu? Alors du coup, je réponds de manière super concise. Oui. Oui, il reste. Il faut qu'il reste. C'est très question pour un je veux pas savoir si lui veut rester, si le PSG veut le gagner ou pas. Est-ce qu'il faut qu'il reste au PSG? Dans le cadre du projet du PSG, faut-il qu'il reste? Oui, encore une saison. Ok. Merci Loïc. Je vais vraiment passer de meilleure nuit maintenant parce que cette question vraiment me hantait. Mais tu n'entends pas beaucoup. Moi aussi. Maintenant j'ai un avis. C'est bon. Tout va bien. Très bien. On va passer aux espoirs. Ouais, alors les espoirs, en fait, c'est une rubrique qui va se créer dans le temps. Ouais. Alors si vous voulez, c'est des joueurs qu'on va suivre, des jeunes joueurs, parce qu'on les a repérés avec Titi ou parce qu'ils ont un talent particulier et que voilà, ils ont été mis en exergue dans la presse. Du coup, pour cet épisode de Footastic, on va pas analyser les performances de joueurs dont on a déjà parlé avant, vu que voilà, c'est la première émission. Mais du coup, on va se donner 2 joueurs à suivre. Enfin, dans ma Titi, il y a 2 joueurs que je vais te demander de suivre pour le mois prochain. Ouais, je ferai le bilan la prochaine émission. Exactement, on fera le bilan à la prochaine émission de chacun des joueurs qu'on a demandé à l'autre de suivre. Et donc, moi, je vais te demander de suivre Ousmane Dembélé. Ouais. Ah oui, on en parle beaucoup en ce moment. Ouais, tu vois, j'ai pas eu trop mal à le trouver. C'est clair. J'étais plutôt pas mal aidé dans la presse. Et Pierre-Yves Poloma de Saint-Étienne. De Saint-Étienne, d'accord. Ouais, je ne connais pas. Ouais, tu connais pas. Un petit jeune aussi, 22 ans. D'accord. Voilà. Ok, de mon côté, toi Loïc, ce sera tout d'abord l'Espagnol Gérard Deulofeu, qui joue à Everton, et le Bordelais Adam Ounas. Très bien, ok. Donc du coup, voilà, le mois prochain, on fait un bilan de ces 4 joueurs, voir un peu qu'est-ce qu'ils apportent dans leur club, si c'est vraiment des joueurs à suivre, le potentiel qu'ils ont sur le mois écoulé, et puis voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis une fois de plus sur ce que vous en pensez sur ces joueurs-là, si vous êtes plutôt fan ou pas, pourquoi, quels sont pour vous leurs points forts, et du coup on fera un bilan de tout ça. Et maintenant c'est l'heure de la minute où. Waouh, qu'est-ce que c'est? La minute où, c'est un instant de football qui nous a transportés pour des raisons variées. Et
du coup, je vais commencer, si tu me permets. Mais je te permets, Loïc. Quoique, attends, je réfléchis. Non, si, je te permets. C'est bon, du coup, j'ai tourné la balle, c'est parti. De toute façon, vous avez pu le voir sur notre logo, un Sétif et 2 têtes de plus que moi. J'ai pas trop mon mot à dire. Donc, cette rétrospective d'un instant qui nous a marqué dans le football, la mienne, du coup, pour cette première émission, c'est le match de demi-finale de la Coupe de la Ligue en 2001 entre le FC Nantes et Lyon à Gerland. Une fin de match de folie. Comment les aime. En fait, du coup, Nantes est fort de son titre de champion de France. Lyon, lui, est en position d'outsider totalement pour aller au Stade de France. Et fin du match, 91e minute, Michael Landreau, qui joue le tout pour gagner à Lyon, monte dans la surface lyonnaise à l'occasion d'un coup franc, qui ne donne rien, mais qui débouche sur un corner. Et voilà, le corner, c'est totalement fou. Landreau qui est encore en attaque. Corner tiré par Olivier Monterrubio. Claudio Cachapa qui dévie le ballon, qui est repoussé par le poteau. Et sur cette action de jeu, ce dernier truc, enfin voilà, le coup du dessin et du sort, cette tension extrême, il y a Monsieur Vessière qui arbitre la rencontre, qui siffle la fin de la rencontre, et Lyon ira au Stade de France. Moi j'ai trouvé ça fou parce que Lyon était l'outsider parfait à ce moment-là. Pour moi, c'est vraiment le moment clé du début de l'hégémonie lyonnaise qu'on a connue au début des années 2000. Et oui, Nantes c'était le dernier champion de France. Voilà, avant Nantes qui était quand même qui faisait un football superbe en plus. Nantes qui avait des joueurs de fou aussi. Voilà, moi c'était mon moment foot, 7 minutes où j'ai trouvé le football grand quoi. Génial. Alors de mon côté, ce sera pas une minute où. C'était plutôt un match. Oui. Bon, de toute façon, le but de cette chronique, c'est ça peut être une minute. On dit la minute où, mais ça peut être un instant particulier. Enfin voilà. Complètement. C'est assez large. Je voulais parler de Allemagne-Brésil, demi-finale de la Coupe du Monde 2014. Match qui est entré dans la légende, compte tenu du résultat, 7-1 pour l'Allemagne. C'est complètement fou. Le contexte était simple. D'un côté, on a le Brésil qui organise la compétition, obligé entre guillemets de gagner cette coupe, vu la ferveur. Populaire et toute la crise en plus qu'il y avait à l'époque politique. Je veux dire, le football c'était vraiment. Qui y a encore, c'est Jimmy Rousseff. Voilà, encore. Enfin bref, on va pas parler de politique. Voilà. Ça aurait été bienvenu pour ces gens-là que le Brésil gagne la Coupe du Monde. Les gars qui commencent à parler de cuisine et tout. Non, mais c'est vrai. Le but de l'émission, moi j'adore la caipirinha. Ça peut être fantastique aussi. C'est vrai, tout à fait. Je sais pas si tu te souviens les hymnes a cappella chantés par les Brésiliens et tout le stade entier, c'était génial. Les mecs étaient au bout quoi. Les mecs étaient au bout. Enfin, nous en tant que spectateurs, je me souviens qu'on a trouvé ça extraordinaire. Mais les joueurs, la tension quoi. C'est clair. Oh là 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 là. Montée de pression. Et de l'autre, on avait l'Allemagne. Typique Allemagne, sûre de sa force, un jeu qui était la plupart du temps léché. La plupart du temps, ils y jouaient quand même bien, même s'ils ont eu des petits accros. Et il y avait toi et moi d'ailleurs devant le poste de télé. On a regardé ensemble ce match. Le Brésil était privé de Neymar, qui était le meilleur joueur brésilien à ce moment-là. C'était dommage, mais quand même, on s'attendait à une confrontation serrée, à quelque chose de disputé. Le match commence bien, vite lancé à la 11e minute. Thomas Müller marque un but, c'est bien, ça lance les hostilités. Et alors après, c'est la débandade, c'est l'improbable qui se produit. On a 4 buts en 5 minutes pour un score de 5-0 à la demi-heure de jeu. Le Brésil est complètement en chaos, apathique. Et l'Allemagne, vraiment sans pitié, qui balade sur un nuage, mais tout réussit. Vraiment, chaque action, chaque contre-attaque, à ce moment-là, ça fait but, c'est vraiment une humiliation. Et un sentiment étrange que j'ai ressenti. J'étais content pour les Allemands, puisque j'aime bien cette sélection-là. Mais d'un autre côté, j'avais une peine pour les Brésiliens. À domicile, devant leur public, enfin, vraiment le cauchemar. Exactement, le cauchemar. Je me disais que si j'étais à la place de ces joueurs-là, j'aurais qu'une envie, c'est que le match se termine, de me barrer vraiment, de ne pas rester là. Une humiliation, vraiment, c'était la honte. Et après ça, le sentiment aussi d'avoir assisté à quelque chose d'unique. À 7-1 contre le Brésil en demi-finale de Coupe du Monde. C'est incroyable, ça reste à vie ça. Oui, bien sûr. Et on l'a vu. C'est vrai qu'on s'était fait tous les deux ce sentiment-là de se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Un truc de fou. Mais je pense que vous aussi tous, un truc de fou. Si vous êtes des supporters, des passionnés de football qui vous avez assisté à ce match-là, moment rarissime. Je suis sûr que vous êtes dit aussi mais waouh. Je crois que c'est le seul truc que j'ai pu dire d'ailleurs ce jour-là. Vous ne croyez pas. Ah ouais non, c'était totalement fou quoi. Totalement fou. On va passer au duel. Alors le duel,
petite chronique humoristico-footballistique où on va parler un peu de tout. Enfin voilà, c'est assez libre, hein, c'est notre poste d'humour. Moi écoute, j'ai un tu préfères à te proposer. Je sais pas si vous connaissez tous le tu préfères, le jeu du tu préfères, c'est en référence au sketch de Pierre Palmade. Moi j'en ai un proposé. Écoute. Alors, mon Titi, est-ce que tu préfères à vie? À chaque fois que tu fais de la cuisine ou un jeu d'adresse, t'as le même ratio que Cavani sur ses frappes cadrées. On prend le ratio actuel de Cavani ou le ratio non, on parle du ratio actuel. Ouais. Le ratio actuel, sinon c'est pas tu préfères du coup. Oui, c'est vrai que n'a pas Ce sera facile à deviner. Mais genre par exemple, tu fais des crêpes, tu jettes ta crêpe en l'air, 8 fois sur 10, elle tombe par terre. Quand tu fais quand tes œufs, tu les éclates pour faire une omelette, pareil, 8 fois sur 10, il y a la coquille dedans. C'est tout le temps comme ça. C'est chiant. Quel que soit le truc que tu fais. Ok. Pareil, tu joues aux fléchettes, 8 fois sur 10, tu tires sur quelqu'un. On fait une action. Ou alors, tu préfères à vie, et je suis sûr que ça va te parler, quand tu regardes un match, à chaque but tu regardes ailleurs. Non, ce super pouvoir là, je te le laisse. C'est un peu mon truc à moi, mais... Alors... Bah non, du coup, je préfère le ratio de Cavani. Tu sais que tu vas tout refaire plusieurs fois quand même. Bah oui, forcément, faut être prévoyant, du coup, mais... mais je préfère ça, parce que garder un match et rater les buts, ça me... Ah, c'est nul, hein. Bah, c'est carrément nul. C'est frustrant. Je te fais pas dire. On passe tout de suite au diagnostic footastique. Qu'est-ce que c'est donc? Le diagnostic footastique, c'est un moyen d'aborder le football d'un angle différent. Et aujourd'hui, on va parler... corner. Exactement. Ah bon, je te coupe. Ça, pas de problème. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du football au Vietnam. Wow. Et voilà, parce que moi, le Vietnam, c'est super intéressant de voir le football dans ce pays-là, car c'est le football, c'est le sport collectif numéro 1 au Vietnam. C'est le plus regardé. Ouais. Et pourtant, il y a un paradoxe énorme, c'est que le Vietnam est la 144e nation au classement FIFA. Alors c'est un pays de 94 millions d'habitants quand même. Ouais, c'est énorme. Et au classement FIFA, ils sont derrière la Barbade, qui émerge à 291 000 habitants, et devant le Luxembourg, qu'on connaît mieux du coup en Europe, parce que c'est souvent qu'on les affronte dans l'éliminatoire, qui ont une population d'environ 576 000 habitants. Mais du coup, on se dit, mais pourquoi un pays où c'est le sport le plus regardé, il y a un gap comme ça, qui est aussi important entre l'audience du football dans ces pays-là et le niveau réel de la sélection, alors qu'il y a un vivier qui est super impressionnant. Et du coup, ça s'explique par rapport à plusieurs paramètres. Tout d'abord, il faut savoir que le football, là-bas, c'est un des premiers marchés économiquement dans le monde. Quand je dis là-bas, c'est en Asie, au sens large. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la période 2013-2016, les droits de la première ligue ont été achetés 1,1 milliard d'euros en Asie. C'est colossal, c'est le premier marché du football à la surface du globe. Même en Europe, on n'a pas atteint des sommes comme ça. C'est vraiment colossal. Et du coup, voilà, les facteurs qui peuvent induire le fait que le Vietnam est aussi bas classé dans le classement FIFA, c'est le fait qu'en Asie, on met la performance individuelle au-delà de la performance collective. Les sports de combat sont très suivis. Des sports comme les sports de raquettes. Voilà, ça marche super bien là-bas. Donc c'est une première clé qui nous permet de se dire, bon bah voilà, peut-être qu'aussi, voilà, ça matche pas parce que dans la culture de la population, c'est pas suivi. La deuxième chose qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi du coup le football est si suivi. Et en fait, merci Titi. Et du coup le football est aussi suivi parce que en Asie, et plus particulièrement au Vietnam, notamment depuis ces dernières années, en fait c'est une population très joueur en jeu d'argent. Et aujourd'hui, on estime par exemple à 200 millions de joueurs qui jouent en ligne en Chine, mais au Vietnam on est un peu dans cette même situation. Alors on n'a pas de chiffre exact parce que les paris sportifs ont été légalisés en 2015. Très récent. Voilà, mais c'est pas pour ça qu'on jouait pas à l'époque. Hein. On pouvait jouer dans des bars, mais c'était complètement au black. Enfin, voilà. Bon, c'est le fait de légaliser ces paris sportifs, c'est plus une décision à la politique et touristique que pour la population vietnamienne, hein, parce que je crois que la mise minimale, en fait, du coup, qui a découlé au décret, c'est 0,42 centimes d'euros, et la mise maximale, c'est 42 euros par jour. Voilà, pour donner un ordre d'idée de tout ce qu'on peut faire là-bas.
Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui marche très bien pour ça, le football, notamment au niveau de la première ligue. Alors, bien évidemment, ça entraîne des dérives, comme on peut s'y attendre. Par exemple, un match de D2 ou D3 anglaise qui va être diffusé en temps réel en Angleterre, alors enfin, je sais pas, peut-être le matin ou quoi, en fait, il sera diffusé en pleine soirée en Asie, et les paris seront plus importants sur des matchs comme ça, de bas niveau, que pour un Manchester United, un Manchester City, qui pourtant serait susceptible de générer plus d'argent, mais c'est avec le décalage horaire où... Exactement. En fait, la voilà, comme on parie en prime time. Comme on parie en direct, exactement. Et du coup, c'est assez bizarre et pernicieux de voir qu'il y ait des matchs aussi peu importants qui génèrent des sommes colossales dans cette partie du globe. Alors, bien sûr, ça occasionne des dérives en termes de corruption. Tout à fait. Et le Vietnam, et on arrive justement à l'autre clé qui fait que l'équipe du Vietnam a du mal à franchir les paliers qu'elle devrait franchir compte tenu de l'importance de ce sport là-bas. Et le Vietnam, du coup, a pas mal eu de problèmes avec la corruption. Voilà, on a eu souvent des affaires en 2014 de joueurs qui ont été radiés de leur sélection parce qu'ils avaient truqué des matchs. Voilà, il y a même la fédération qui a sanctionné les joueurs de l'équipe du Vietnam parce qu'ils avaient laissé gagner une autre équipe. Alors, il me semble que c'était contre la Malaisie. Le Vietnam gagnait 2-1 en début de match. Et puis ils ont pris 4 buts en peu de temps, ils sont inclinés 4-2 et il y avait vraiment un laisser-aller des joueurs vietnamiens qui n'était pas normal et qui pouvait induire le fait qu'il y avait eu de la corruption. C'est louche. Voilà, bon c'est assez dommage du coup je trouve que ce pays-là n'ait pas le rang qu'il pourrait atteindre. Alors bon, effectivement c'est pas une terre de football, ça mettra forcément du temps, mais quand même. Enfin voilà, c'est un pays de presque 100 millions d'habitants, on a le droit d'attendre bien sûr, truc, forcément un potentiel. Mais oui, c'est un truc plus important. Alors il y a quand même une éclaircie dans tout ça. Figure-toi, c'est la sélection vietnamienne. Les filles vietnamiennes sont super. Elles sont classées 35e au classement FIFA. Et et du coup en plus elles sont entre l'Argentine et le Pays de Galles, qui sont quand même deux nations de football. Et c'est super fort. Enfin moi je trouve ça très beau quoi. Elles ont fait une 6e place en Coupe d'Asie. Et donc voilà, petit éclaircie dans le ciel vietnamien. Donc aujourd'hui, pour que le Vietnam arrive à se hisser dans le classement de football, il faudra qu'un changement s'opère. Forcément. On va continuer comme ça, forcément. Un changement sur les mentalités, d'une part, parce qu'on a vu que c'était un pays qui était attiré vers les sports individuels, mais aussi un changement par rapport à l'encadrement de la discipline. Mais voilà, l'émergence du football vietnamien, c'est quelque chose qu'on peut envisager sur le long terme, moyen terme. Et c'est tout pour le diagnostic footastique. On passe maintenant au petit papier. Volontiers, des petits papiers. Alors c'est une séquence littérature. Waouh, j'ai un petit penchant pour tout ce qui est littéraire. Exactement. Bienvenue dans le café footastique. Ambiance salon de thé. J'avoue, dans la bibliothèque aujourd'hui. Je disais, j'ai un petit penchant pour les biographies et autobiographies. On apprend plein de choses dedans. Sur les personnes en elles-mêmes, mais aussi plein d'anecdotes sur les personnes qui ont entouré, la personne, justement. Et aujourd'hui, je voulais parler d'Emmanuel Petit. Oh, Emmanuel Petit. Oui, qui a été plein de choses, champion du monde, champion d'Europe, par exemple. Et très récemment, qui a été recruté par RMC pour la Coupe du Monde. Ah oui, on apprend une info là. Il me semble avoir vu ça. D'accord. J'ai un petit éclair, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Mais oui, je crois qu'il a été recruté par RMC, D'accord. Pour faire des commentaires. Bonne info. C'était jusque-là commentateur sur France Télévisions. Ouais, franchement, un petit aparté du coup, mais tu le trouvais comment en tant que commentateur? En tant que commentateur, il vit le match en fait. Ouais. Tu sais, il a son acolyte qui lui plus dans la présentation, vraiment le sérieux. Et lui, il vit le match dans le sens où il dit oh non, continue l'action, oh non, vas-y. Ah ouais, d'accord. Tu vois, il pense à voix haute. Ok, très bien. Moi, j'avais peut-être pas une image aussi comme ça. Je le trouvais un peu plus monocorde, tu vois. Mais bon, après, c'est très personnel. J'ai pas vu beaucoup de matchs de lui, cela dit en plus, donc il a commenté. Et nous, vas-y, tu regardes pas la Coupe de France et la Coupe de la Ligue? Je la regarde, j'adore Pitch. Oui. Pas de problème. Oui, SFR. Oui, voilà, je sais pas si. PMU maintenant, PMU. PMU maintenant? Oui, PMU dans le dos. On va encore avoir de beaux maillots cette année. Oui, Lorient PSG, c'était. Oh là là. C'était un super match. Oh mon dieu. Alors,
je voulais parler, donc Oui. on va revenir On revient à nos moutons. un peu à tout ça. Ouais. Son dernier ouvrage, paru en 2015, qui s'appelle Franc-tireur. Oui. Plusieurs choses intéressantes dans cette autobiographie. Son point de vue d'abord sur le monde professionnel d'aujourd'hui, qui est complètement différent, qui a bien évolué par rapport à celui qu'il a connu à ses débuts dans les années 80, il faut le dire. Il a commencé il y a pas mal de temps maintenant. Il commence à avoir un sacré recul. Quoi. Exactement, hein, et la période équipe de France éliminée contre la Bulgarie avant la Coupe du Monde 94, il en faisait partie de cette équipe. Hein, ça, ouais, je m'en souvenais pas, tu vois. Voilà, moi, je l'ai même jamais su. Je ne savais pas avant de lire ce bouquin, mais il était déjà sélectionné en équipe de France à cette période. Il avait déjà les cheveux. Il avait les cheveux courts à cette époque-là. Ah ouais? Ouais, les cheveux longs, c'est venu un peu après. Et petit instant. Petit instant coiffure. Alors, pour revenir à des choses un peu plus sérieuses. Ouais. À son époque, évidemment, faire ses preuves, c'était un processus un peu plus long que maintenant. Les jeunes devaient devenir matures beaucoup plus vite, vraiment se prendre en main beaucoup plus rapidement. Et il y avait moins d'argent que maintenant, évidemment. Alors, il ne critique pas du tout les jeunes par rapport à ça, c'est juste un fait. Avant, il y avait moins d'argent, maintenant, le fait qu'il y ait plus d'argent peut entraîner des dérives et un changement des mentalités. Oui. Dans ce football. On sait tous, hein, mais c'est comme ça. Il critique aussi la Fédération française de football, par exemple, sur le mode de scrutin pour élire un président actuellement qui ne donne aucune voix au club amateur. Oui. Tout au club professionnel, alors que les clubs amateurs représentent 90-95% de tous les clubs en France. Et aucune voix ne leur est donnée pour élire le président de la Fédération française. Je crois qu'en France, c'est un paradoxe. Je crois qu'en France, il y a 2% de la population qui est licenciée. Le nombre de licenciés de football. Ouais, mais c'est quand même important. Ouais, c'est colossal. Sur plus de 60 millions, ça fait un chiffre important. Il parle également de son amour du monde amateur et du bénévolat. Selon lui, les clubs amateurs, parlons, sont aujourd'hui complètement plombés financièrement, taxés de toutes parts. Et à cause de ça, le bénévolat s'estompe, car il devient trop cadré et réglementé, alors que c'est l'essence même du football. Selon lui, c'est ça qui fait vivre le football. Il est très engagé, il est très engagé dans les sociétés, je veux dire. C'est quelqu'un de très engagé dans le monde du football. Par exemple, en 2012, il s'était engagé avec un certain Éric Thomas aux élections de la présidence de la FFF. Même si c'est pas allé au bout, il s'est engagé pour aider quelqu'un, suivre ce Éric Thomas. Et parce qu'il aimait son soutien, il aimait son programme, etc., sa façon de penser. Et d'ailleurs, il reproche souvent à des anciens coéquipiers de ne pas s'engager plus. Petite anecdote par rapport à ça, lorsqu'un ancien champion du monde en 98 lui dit c'est bien ce que tu fais, je suis derrière toi, Emmanuel Petit lui dit oui, mais sois pas derrière moi juste à dire ça comme ça, avec moi. Sois vraiment avec moi, fais quelque chose. D'accord. Il le nomme ou pas dans son livre? Non, il parle d'un ancien coéquipier. Ah d'accord. Là, il dit pas qu'il s'en Autre engagement, un truc sympa qu'il organise, c'est une Coupe du Monde de foot amateur. En même temps que la Coupe du Monde classique, donc tous les 4 ans. Et ça concerne les moins de 13 ans. Alors le principe, c'est 32 équipes venues de toute la France qui représentent les 32 nations qualifiées pour la compétition. D'accord. Donc on peut avoir l'équipe bretonne qui représente l'Argentine, une équipe alsacienne qui représente le Ghana, ou plein de... C'est tout rigolo. Carrément, On a également toutes les expériences humaines qu'il a pu vivre, bonnes ou mauvaises, dans les différents clubs dans lesquels il a évolué, Monaco, Arsenal, Barcelone, Chelsea. Donc c'est bien, c'est des bons clubs. On y apprend pas mal de choses sur des personnages comme Arsène Wenger, qui l'a entraîné à Monaco et Arsenal. Donc c'est pas surprenant, mais Wenger est quelqu'un de très humain, vraiment. Très paternaliste. Cet aspect-là est vraiment crucial pour lui, la façon de manager son équipe. On apprend plein de choses sur Patrick Vieira également. À l'époque, cette charnière centrale, Vieira, Petit à Arsenal, c'était une des meilleures d'Europe. Ils étaient complémentaires comme pas possible. On apprend des choses sur Jean-Luc Ettori, par exemple, qui était l'entraîneur des gardiens à Monaco, qui lui aussi, sur le plan humain, était quelqu'un d'exceptionnel, apparemment. Jean-Louis Campora, le président, lui, de l'AS Monaco à l'époque. Monaco qui marchait bien à l'époque, et qui marche moins bien depuis le départ, justement, de cette personne. Au niveau de Monaco, il y a en général beaucoup de
de critiques positives. D'accord. Voilà. Il a gardé des bons souvenirs. Ouais, de très bons souvenirs sur les gens qui dirigeaient le club, qui entraînaient. Il parle de Johan Gaspar, qui était le président du FC Barcelone quand il y était. Alors là, pour le coup, c'est un grand écart avec, Johan Gaspar. avec Jean-Louis Campora, par exemple. Ouais, moi, je connaissais pas ce gars-là. Hein. Ouais, là, par exemple, à Barcelone, à l'époque, la mentalité, c'était pas génial. Ça va être dur pour lui. Hein. Ouais, il y avait beaucoup de clans, en fait, entre les Espagnols et les Catalans. Et le reste du monde. Les Catalans ou même... Non, les Espagnols, vraiment, en général, quoi. Les Luis Enrique, hein, par exemple, à l'époque, Guardiola, etc. Et le reste, comme Emmanuel Petit, il y avait Litmanen aussi, le Finlandais. Oui. Voilà, il y avait les clans. Et il y avait aussi les Hollandais. Il y avait le clan des Hollandais à l'époque. Oui, les Overmars, Kluivert et tout ça. Donc, voilà. Enfin, c'était une mentalité pas terrible à l'époque. Il parle de Claudio Ranieri aussi. D'accord. Il a entraîné à Chelsea. Et ouais, ça a l'air d'être un type sympa, vraiment. Ouais. Il a entraîné à Chelsea, donc, comme je disais, et il a entraîné Monaco il n'y a pas longtemps. Ils se sont croisés plusieurs fois dans le cadre de la Coupe de France, notamment. Et le type ne l'a pas oublié, vraiment. Enfin, à chaque fois qu'il le voit, salut Manu, enfin, vraiment très avenant. Enfin, il a l'air vraiment sympa. Ça, quand on l'entend à chaque fois en interview du côté de Leicester, il a l'air sympa. Oui, c'est vrai. Il a l'air d'être. En plus, souvent, il a l'air des petits jeux de mots, des petites blagues. Pas de prise de tête, enfin, même si. Comment dire, ça doit être sérieux, hein, quand même. Oui, et puis son management, mais. C'est marrant ce que tu dis. Il a l'air gentil. Mais carrément, mais en plus, Emmanuel Petit, il dégage aussi l'image de quelqu'un de sérieux. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont si bien entendus. Enfin, je vois bien Petit être très sérieux dans son travail, très appliqué. Et du coup, Ranieri, il a cette droiture aussi. Ouais. Ça m'étonne pas du tout que ce deux profils de personnes qui matchent bien, je pense. Et pour finir, alors bien sûr, évidemment, il ne peut pas passer à côté. Il nous replonge pendant un bon moment sur la période dorée de l'équipe de France, hein, championne du monde 90, championne d'Europe 2000, vraiment l'âge d'or. Et c'est génial. Bah oui. C'est génial, quoi. Ça fait beaucoup de nostalgie, exactement. Donc, là aussi, pareil, plein de petites anecdotes et ça nous replonge vraiment dans cette époque-là, c'était génial. Ok, alors du coup, est-ce que tu conseilles ce bouquin ou pas? Oui, carrément. Ouais. Oui, on apprend plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que il est pas trop langue de bois. Alors, aussi bien positivement que négativement. Comme tu le dis, il est très langue de bois. Non, moins. Il est pas langue de bois. Pardon, oui, il est pas langue de bois du tout, c'est l'inverse. Et ce qui est encore mieux, c'est que quand il critique négativement, il apporte des choses, il propose des choses pour faire une critique unique sans conséquence. C'est sur la critique constructive. Exactement. C'est ça qui est appréciable. Ok, très bien. Mais voilà pour nos rubriques actuelles. On en aura une à venir pour les prochaines émissions. Oui, les tirs au but. Tout à fait, les tirs au but. En fait, les tirs au but, ce sera un quiz composé d'une série de 10 questions auxquelles vous pourrez répondre dans un temps imparti, vous qui nous écoutez. Et si vous avez 8 bonnes réponses sur les 10, vous défendez votre titre le mois d'après. Voilà, si vous voulez vous inscrire pour jouer à ce jeu, c'est très simple. Sur Twitter, vous répondez au hashtag FantasticQuiz. Sur Facebook, c'est pareil. Vous écrivez un message sur Facebook pour vous inscrire avec quiz en tête pour qu'on sache que c'est pour le quiz. On vous contacte avec Titi. On met ça en place. Vous êtes comme chez vous. Vous voulez participer, vous participez. Vous voulez pas, c'est parfait. Voilà, on arrive au terme de l'émission. Eh oui. Merci énormément Titi pour cette première. Merci à toi Loïc. Mais ouais, c'est super, c'était fantastique. Et j'espère que ça vous a plu à tous, mais clair, c'était fantastique. Le fantastique, le gros fantastique, c'est fantastique. Hein. On soit bien d'accord. Si vous voulez nous joindre, comment faire? On a une adresse mail. On a une adresse mail. Cette adresse mail c'est radiofantastique@gmail.com. Radiofantastique attaché. F2OTASTIC. Si vous voulez télécharger les épisodes, vous pouvez avoir accès au blog de l'émission. Et oui, on a dit tout à l'heure, radiofantastique.blogspot.fr, radiofantastique tout attaché. Voilà. On donnera aussi les épisodes sur les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux sociaux, on a un Twitter de l'émission, c'est Footastic, @radio_Footastic. Et sur Facebook, vous cherchez Footastic, il apparaît en les premiers. Voilà, notre logo c'est nous deux sur un ballon, sur un fond vert, voilà. sur un terrain. Mon Titi, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux toi? Je suis sur Facebook. Ouais. Pareil, vous cherchez Footastic, vous rajoutez Thierry derrière. Ok. Et vous me trouverez. Très bien. Si vous mettez Footastic tout court, vous trouverez de toute façon. Ok. On apparaît vraiment en top de recherche. C'est génial, tu veux dire qu'on est déjà au top? Complètement. Voilà, moi vous pouvez me retrouver sur Twitter essentiellement
Loïc_Footastic ou @lfootastic. Merci à tous de nous avoir suivis, merci pour cette première émission. On se retrouve le mois prochain avec de nouveaux sujets, de nouvelles rubriques, de nouveaux sujets d'actu. On se rapprochera de l'euro, nos joueurs à suivre. Voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager massivement ce podcast, à le transférer à tous vos amis. Aidez l'abonnement. Que vous ayez aimé ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à le transférer au max. C'est comme ça que Footastic va grandir, c'est grâce à vous. N'hésitez pas à nous contacter, à nous faire des retours sur l'émission si vous avez aimé, pas aimé. Pour vous inscrire, c'est toutes les adresses qu'on vient de citer. Et on remercie aussi Thibaut qui nous a fait un générique de feu de Dieu. Merci Thibaut, merci infiniment. Merci pour l'aide technique que tu nous as apportée aussi pour l'émission. Vous pouvez retrouver Thibaut sur Pestaclez-vous, si jamais ça vous intéresse d'aller voir les créations de cet artiste et les joignard sur Twitter. Et sur Facebook aussi. Et sur Facebook aussi. Alors c'est Pestaclez-vous attaché avec un K. Alors si vous tapez Pestaclez-vous, à mon avis vous allez trouver. Ouais, assez rapidement. Voilà. C'est génial. On vous dit au mois prochain, prenez soin de vous, bisous. Ciao.